pourquoi faut-il admirer longtemps un bouquet de fleurs, que ce soit un vrai ou une peinture? Eh bien, parce qu'aujourd'hui les fleurs sont épanouies, parce que demain elles seront flétries, et c'est ce que nous montre Balthasar van der Ast. Alors de quoi parle-t-on? De ce vase contenant un bouquet de fleurs entouré de coquillages et d'insectes, peint sur un panneau de bois par Balthasar van der Ast, qui est un peintre hollandais de la première moitié du XVIIe siècle. Le panneau est signé et daté de 1628 dans le coin en bas à droite. Il est actuellement conservé en Espagne au musée national Thyssen-Bornemisza. Alors vous vous dites, un bouquet de fleurs, il y en a à l'appel dans les musées, moi j'en achète en grande surface à la fête des mères, et moi de vous répondre, déconnectez-vous un peu, il y a énormément de choses qui ont été oubliées au fil des siècles. Parce que sur le langage des fleurs, on écrit quand même beaucoup de conneries de nos jours, et sur la représentation de ces fleurs, il y a beaucoup à savoir. Alors pourquoi justement est-ce qu'on trouve beaucoup de ces natures mortes avec des fleurs? Pourquoi particulièrement dans certains pays, les pays du Nord? Pourquoi particulièrement à une certaine période? Et comment ce type de peinture évolue, parce que, effectivement, il y a une énorme évolution. Et quel langage, parce que chaque élément a une signification, et dans un tel tableau, il n'y a pas que des fleurs, ça pullule de vie, mais aussi d'une idée de la mort. Là, vous êtes face à un bouquet foisonnant dans ce vase d'inspiration chinoise qui prend la forme d'une sphère parfaite, ornée de fleurs et d'un oiseau. Donc ce vase bleu sur fond bleu, monté sur un pied d'or, lui-même orné de motifs végétaux. Alors les vases importés d'Asie, puis montés sur pied en Europe et ici aux Pays-Bas, c'est un élément émergent avec les grandes heures de la Compagnie des Indes hollandaises depuis 1602. Eh bien ce type d'objet se développe considérablement. Alors on est en 1628, donc c'est qu'à partir de 1630 que les Hollandais sont rejetés de la Chine et du Japon. Donc pendant cette période, ce type de vase avec des montures faites en Europe sont des vases à la mode, ce que représente Van der Ast. Ce vase-ci contient une composition très complexe de fleurs diverses. Vous avez des œillets, des pivoines, des iris bleus et jaunes, des lys rouges, des gypsophiles, des campanules, des renoncules. C'est tout le paradis d'Éden en un bouquet de fleurs. Et vous remarquez surtout que ce sont des fleurs de jardin. Pourquoi? Parce que les Pays-Bas sont une région maritime, une région marécageuse, avec des grands champs, où il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de forêt, et ont très peu de fleurs sauvages. Donc on cultive ces fleurs dans des serres ou dans des jardins. Donc on connaît essentiellement les fleurs rares, qui évoquent cette capacité de l'homme à domestiquer la nature. Ce sont des fleurs complexes, et particulièrement sur ce tableau-ci. Et parmi ces fleurs, la plus importante est bien sûr la tulipe. La tulipe, c'est encore aujourd'hui la fleur nationale des Pays-Bas. À Amsterdam, vous avez un grand marché de la tulipe. Là, on est en 1628, c'est l'essor de cette fleur de la tulipe, c'est la tulipomania aux Pays-Bas. Alors pourquoi une telle importance de cette fleur? La tulipe, c'est une fleur sauvage originaire du Tien Shan, c'est une région montagneuse en Asie centrale. Elle est ramenée par les Perses autour du XIe siècle, elle est récupérée par les Turcs qui s'en font les spécialistes, et elle est considérée comme une fleur sacrée. On pense au jardin du palais de Topkapi, donc avec ses grands parterres de tulipes, au XVIe siècle, et c'est d'ailleurs au XVIe siècle que la fleur est introduite en Europe par l'Autriche. En Autriche, elle est vue par des Hollandais, donc qui vont la ramener en Hollande. C'est une fleur qui va être alors cataloguée, étudiée, cultivée, et on va développer presque 140 espèces différentes de tulipes. Donc comme je l'ai dit, en Hollande, pas de grandes campagnes, de promenades, de forêts, donc les gens sont en ville, et les fleurs sont dans des jardins privés, des jardins publics, des jardins botaniques, des jardins universitaires, et le goût du jardin hollandais, c'est très important au début du XVIIe siècle. Donc c'est un passe-temps des élites, mais qui va se diffuser dans différentes couches de la société. On pense par exemple à la famille d'Orange-Nassau, donc qui à ce moment-là occupe des fonctions politiques et militaires assez importantes à Amsterdam. C'est la famille qui deviendra plus tard la famille royale des Pays-Bas, qui règne encore aujourd'hui. Donc cette famille d'Orange-Nassau avait son jardin avec des parterres entiers de tulipes, dont des plants très rares. Et qui dit rareté, dit valeur élevée. Parce qu'au fil de ses voyages et de la diversité de sa culture, il y a ce qu'on appelle un phytovirus qui infecte la fleur et qui lui fait prendre ses rayures caractéristiques. Et c'est ce virus, cette particularité de la fleur, qui va former un goût au XVIIe siècle en Hollande et qui va être particulièrement recherché. Sauf qu'un bulbe de tulipe n'indique pas s'il contient le virus. Du coup, il y a des paris et des spéculations sur les bulbes. C'est la tulipomania. Et c'est un sujet
de thèses complètes et complexes à étudier sous l'aspect de l'économie, de la politique, de la société et des arts aux Pays-Bas au XVIIe siècle. Et c'est si important à ce moment-là que certaines personnes vont jusqu'à changer de nom. Alors je pense à la leçon d'anatomie du docteur Tulp, donc de Rembrandt, qui est un tableau très connu, et bon, Tulp pour tulipe, mais avant son changement de nom, le docteur Tulp s'appelait Claes Peters. Et pour un autre exemple, eh bien, la profession de fleuriste, c'est un métier qui naît à ce moment-là aux Pays-Bas au XVIIe siècle. Il y en a qui ont profité de cette croissance économique énorme de cette fleur pour faire eh bien, du commerce. Donc si un fleuriste ne vend pas de tulipes, au moins au printemps, eh bien vous pourrez lui apprendre quelque chose, et en plus vous pourrez lui dire que c'est un fleuriste douteux. Voilà. Donc tout ça, c'est l'âge d'or de la tulipe et de nos peintres de tulipes. Sauf qu'en 1637, donc 9 ans après notre tableau, c'est le premier krach boursier de l'histoire de l'humanité. Donc à Amsterdam, il y avait cette bourse spécialisée dans le commerce de la tulipe, donc où on pariait sur la couleur des nouveaux bulbes, donc s'ils étaient infectés, où on achetait justement ces bulbes qu'on pensait infectés par le phytovirus, et donc tout le commerce de la tulipe transitait par cette bourse. Sauf que, du coup, commerce de spéculation, eh bien on commence à acheter non plus des biens concrets, mais des valeurs. Et en février 1637, le prix du bulbe le plus cher a atteint le prix de 3 maisons de ville. C'est absolument considérable, c'est absolument fou, c'est la folie de la tulipe. C'est comme si aujourd'hui vous achetiez un seul bulbe de tulipe pour 300 000 €, c'est-à-dire 10 fois le salaire annuel d'un ouvrier spécialisé, en espérant que ce bulbe vous donne une tulipe parfaite et rarissime. Donc au plus haut du prix, effondrement de la valeur, c'est une crise économique sans précédent, qui est complètement impossible à rattraper, qui fout en l'air l'économie du moment et qui ruine énormément de personnes. C'est quand même une leçon qui a 400 ans. Enfin bref, donc voilà pourquoi la tulipe, pourquoi c'est une fleur importante, omniprésente dans l'art au XVIIe siècle et aux Pays-Bas jusqu'à aujourd'hui. Alors dans l'art, pourquoi on a donné autant d'importance à cette fleur, à part pour son aspect esthétique? Eh bien, parce qu'il y a également une valeur iconographique. La rose, c'est la fleur de l'Angleterre, c'est une fleur de la Passion. Le lys, c'est la fleur de la Vierge, c'est aussi la fleur du roi de France. La tulipe, c'était une fleur sacrée en Orient, mais c'était une fleur scientifique en Occident. Et puis quand la tulipe est une fleur sauvage, elle est plutôt résistante, mais avec sa culture, c'est devenu une fleur extrêmement fragile. C'est une fleur qui a besoin de soleil direct, sinon elle meurt, donc à partir de là, la correspondance spirituelle se fait facilement. Et dans ce tableau, eh bien, cette fleur est à différents stades de son épanouissement, mais surtout comme les autres, elles sont déjà en train de faner. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, c'est une réflexion sur la finalité humaine, bien sûr. Ce tableau, c'est un précurseur des vanités, et ce sera encore plus le cas après 1637, puisque la tulipe incarnera cette folie de l'humain, cette vanité du bien matériel. Alors ici, les tulipes que l'on voit sont particulièrement reconnaissables, et justement, on trouve la variété la plus rare qui existait à cette date, donc la tulipe rouge et blanche, la Semper Augustus, qui fut la fleur la plus chère du monde et qui est à l'origine de l'effondrement économique d'un marché. Alors il n'y a pas que des fleurs, bien sûr, sur cette table où est posé le bouquet, on voit aussi des coquillages, et je rappelle que les Pays-Bas sont une puissance maritime depuis le XVIe siècle, et qu'au XVIIe, eh bien, on s'intéresse à la géologie, à la taxinomie, et bien sûr à la biologie, tout ça présent dans des cabinets de curiosité. On voit aussi donc ces insectes, ce lézard qui cherche l'extérieur du cadre, il veut s'échapper, ce petit lézard, et c'est une autre passion de l'époque, les reptiles. Bon. Et il y a autant d'intérêt à la représentation anatomique, fidèle à la nature, c'est criant de vérité et de réalisme. Là, par exemple, ce papillon perché sur le coquillage, cette chenille dont on voit l'avenir à gauche, cette mouche qui ne vivra qu'un jour, ce bourdon travailleur, cette libellule toute légère et fragile aux ailes transparentes. Il faut admirer cette qualité de l'observation de la nature de l'artiste, cette qualité de traitement de l'anatomie, de l'ensemble. Là, cette goutte d'eau sur la pivoine, c'est l'ultime détail de maîtrise de Van der Ast. Tout l'art de Balthasar Van der Ast, c'est de rivaliser avec la nature qui est ce maître absolu. Et il y a autant d'intérêt à ce réalisme qu'il y en a
de représenter ces objets pour leur valeur iconographique. Alors, sans surinterpréter, je parlerai juste de mon détail préféré dans ce tableau, qui est ce petit escargot, le plus lent parmi tous, celui qui ne vole pas, et qui pourtant a réussi à s'élever jusqu'au sommet du bouquet, et qui cherche toujours à s'élever plus haut. Donc là, on le voit, il pousse, il cherche encore. Alors, au-delà de ta branche, mon petit ami, la seule chose que tu peux atteindre de plus haut, c'est Dieu. Voilà, il y a encore un petit élément de réflexion à avoir. Et cette réflexion, eh bien, Balthasar van der Ast l'a eue volontairement, parce que tout ça, ce n'est pas anarchique, il y a une vraie réflexion dans la composition. Avec ce fond neutre et gris, qui permet de se concentrer sur l'effervescent coloris des fleurs, bien sûr, avec cette composition frontale, organisée autour d'un axe central, c'est franc, c'est simple, alors contrairement aux natures mortes que l'on trouvera dans la seconde moitié du siècle, qui partiront, elles, en grande diagonale, donc que ce soit pour les fleurs ou pour les tables, ces diagonales qui évoqueront l'instabilité, n'est-ce pas? Donc, là, il est facile de faire une correspondance entre l'instabilité de l'époque après 1637 et la stabilité donc, frontale d'avant, donc ici on est en 1628. Et les couleurs aussi sont réparties de façon équilibrée, le bleu du vase et le bleu de l'iris encadrent l'ensemble donc de haut en bas. Le vase est un globe, comme un globe terrestre, autour duquel gravite un monde minéral et animal, et l'iris bleu au sommet est plutôt céleste, et toutes les fleurs entre deux sont la plus pure création de la nature et du divin. Et entre ces bleus, eh bien, ce sont des couleurs vives, une couronne de rouge et ses nuances en haut, puis une couronne de jaune et blanc en dessous. La gamme de couleurs est choisie par l'artiste pour créer une harmonie générale. Donc Balthasar van der Ast est un peintre qui naît à la fin du XVIe siècle et qui est spécialiste dans cette nature morte florale. Il travaille aussi avec Ambrosius Bosschaert, donc son beau-frère, qui est également un grand peintre très connu pour ce type de peinture, si bien que parfois c'est difficile de faire la distinction entre le travail de l'un et de l'autre. Donc ils travaillaient tous les deux à Delft, et ils étaient connus et reconnus pour ce type de travail, et uniquement pour ça. Parce que bon d'accord, la Hollande au XVIIe siècle est en plein âge d'or. C'est une région qui vient d'acquérir son indépendance face à l'Espagne en 1579. C'est un pays qui du coup doit montrer qu'il est indépendant, qu'il maîtrise son territoire. Par exemple, on crée des moulins pour drainer l'eau et créer des terres, donc on développe la marine, le port d'Amsterdam. Le pays doit aussi montrer qu'il maîtrise et développe son économie. Donc là, les comptoirs de la Compagnie hollandaise des Indes orientales de 1602 s'affleurissent partout en Asie. Et du coup, tout ça, ça rapporte des richesses qu'il faut montrer. Et donc, c'est aussi un âge d'or de la peinture, mais pas forcément des artistes, puisqu'il y a beaucoup de concurrence et que ces artistes se retrouvaient coincés dans leur spécialité. Si l'on vient voir van der Ast, c'est pour ses fleurs et pas pour autre chose. Donc oui, ce tableau est typique de son travail, si bien qu'on peut avoir l'impression qu'une fois qu'on en a vu un, on les a tous vus, mais en réalité, chaque détail crée un environnement unique, et chaque tableau est à découvrir. C'est pour ça que van der Ast est un grand peintre, parmi tant d'autres. C'est son art du détail et du réalisme, c'est sa maîtrise de l'harmonie des couleurs qui le distingue malgré ce système des arts à cette époque. Ce petit escargot là, vous ne le voyez pas au premier coup d'œil, c'est impossible, il vous faut au moins quelques minutes, il faut le chercher. Et de ce simple bouquet, par tous ces éléments, van der Ast montre qu'il est un maître. Donc il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de spécialités, et les petits genres de la peinture se développent considérablement. Puisque la peinture religieuse est très réduite du fait de la culture protestante, on va trouver beaucoup de portraits, des portraits individuels ou des portraits collectifs. On va trouver des paysages de campagne, de marine, de ville, des scènes de genre, des scènes de bataille, des natures mortes, donc qui prennent beaucoup d'importance. Alors bien sûr, il y a des maîtres un peu plus libres, Rembrandt à Amsterdam, Vermeer à Delft, pour ne citer que les plus célèbres de la période. Et ces petits genres vont aussi prendre de l'importance et influer dans le reste de l'Europe et dans la suite du siècle. Par exemple, l'héritage français de ces petits genres hollandais au XVIIe siècle, ce sont ces vanités que vous connaissez, que vous avez sûrement déjà vues, donc de Philippe de Champaigne notamment. Avec tout ça, j'espère que maintenant vous allez passer un peu plus de temps devant les bouquets peints, chercher tous les détails, trouver tous les petits secrets que les artistes cachent, ça va vous prendre de longues minutes. Donc cette œuvre de Balthasar van der Ast, c'est une œuvre caractéristique des années 1620-1630,
c'est un jalon dans l'histoire de la peinture du XVIe siècle, dans l'histoire de ces petits genres. Et il faut aussi vous dire que les Pays-Bas, c'est une puissance très importante, c'est une puissance capitale en Europe au XVIIe siècle, et qu'il faut y penser dans l'histoire de l'Europe. Et puis aujourd'hui, les fleurs c'est un style, ce n'est plus réservé qu'aux élites, ça s'est quand même franchement démocratisé depuis la période dont on a parlé. Alors oui, bien sûr, ceux qui vont vous dire c'est de l'argent jeté par les fenêtres, parce que de toute façon ça va faner, comme votre vie, déconnectez-vous vraiment, hein, arrêtez votre télé et achetez-vous un bouquet de fleurs, au moins ça ce sont des vraies couleurs. C'est un don de la nature dont il faut profiter tant que vous le pouvez. Jardinier, c'est un métier d'avenir. Et d'ailleurs, je vais terminer avec ce joli proverbe. Si toutes les fleurs appartiennent au ciel, eh bien, les jardiniers iront à coup sûr au paradis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne. C'était Nicolas pour vous servir et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech. Thank you.